Merci beaucoup, Christine Delphi, d'être avec nous. Merci beaucoup. Je suis très, très honorée de t'avoir avec nous et de pouvoir discuter. Donc, je t'invite à t'asseoir. Et je vais... tu peux t'asseoir ici. Merci. Et je vais appeler les premières intervenantes, donc Hanan Karimi et Kiemis. Alors, c'est vraiment un honneur de t'avoir ici et je pense que tout le monde a conscience de ta trajectoire et de ta contribution à la question féministe qui nous occupe aujourd'hui. Donc je vais, pour commencer, alors j'ai mon téléphone, c'est pas parce que je fais autre chose, c'est parce que j'ai toutes mes notes dessus. Ne vous inquiétez pas. Non, donc voilà. Alors, je vais quand même... donc Christine Delphi, on vient de voir un film qui te raconte, donc je pense que vous avez en tête sa biographie. Je vais donc présenter les deux autres intervenantes qui viennent de nous rejoindre. Hanan Karimi. Donc je tutoie tout le monde, hein, on n'est pas à la télé, on se connaît, donc on se tutoie. Tu es doctorante en sociologie à l'Université de Strasbourg, au laboratoire dynamique européenne. Ta thèse porte sur la capacité d'agir des femmes musulmanes en France dans un contexte social et politique d'extension de la neutralité religieuse à travers la nouvelle laïcité du 15 mars 2004, ce qui a été évoqué dans le film notamment. Tu analyses les répercussions de cette loi sur ces femmes dans les champs politiques, économiques et religieux, et tu analyses les enjeux féministes autour de cette question. Tu travailles sur le genre, l'islam, l'islamophobie, le sexisme avec une approche féministe et intersectionnelle. C'est un terme, à mon avis, sur lequel on va revenir au cours de la discussion. Et de l'autre côté, Kiemis. Alors toi, tu es étudiante en master de sciences politiques et auteure afroféministe, écrivant pour le média Atouba et le webzine Deuxième Page. On peut te retrouver sur Twitter, je vous invite à la suivre, elle est extrêmement active. Et sur ton blog qui s'appelle Les bavardages de Kiemis. Merci beaucoup d'être avec nous également pour discuter notamment de la notion d'afroféminisme qui, à mon avis, pose pas mal de questions. Alors pour commencer, je voulais donc te poser une question, Christine, puisque le film s'appelle « Je ne suis pas féministe, mais ». Et je voulais savoir en fait si aujourd'hui tu avais toujours le sentiment que ce terme de féministe était forcément assorti d'un mot pour le tempérer, ou si tu avais le sentiment que ça avait un petit peu changé l'appréhension de ce terme. Le mot féminisme, il a changé de valeur au cours des années, enfin depuis, disons, que j'étais adolescente. Encore en 1968, je me souviens d'avoir entendu un étudiant, un homme gauchiste, ne soyez pas féministe. Bon, voilà, 68. Et puis après 70, après la création du MLF, du mouvement de libération des femmes, au bout de quelques années, le mot féminisme a commencé à être débarrassé, disons, un peu débarrassé du stigmate, qui est revenu assez vite dans les années 75, où c'est devenu à nouveau un terme d'injure. Et puis, je me souviens en particulier dans les années 90, au moment de la guerre civile en Algérie, le mot féministe était employé d'une façon péjorative en ce qui concernait les Françaises, mais d'une façon laudative en ce qui concernait les Algériennes. Par exemple, être une féministe algérienne, c'était très bien, mais pas une féministe française. Et puis, ça a continué à être un terme péjoratif, et il me semble que maintenant, il y a une nouvelle mode, puisque d'ailleurs tout le monde se dit féministe, ce qui est en fait pas tellement rassurant. Voilà. Alors, dans le film, on t'entend dire qu'à l'époque des luttes que tu menais, notamment dans les années 70, que les féministes hétéros ne supportaient pas d'être qualifiés ainsi, tout comme des blancs qui sont, je te cite, fous de rage quand on dit les blancs.
Et alors, en fait, ce que tu dis, c'est que les autres ne supportent, enfin, ce qui les dérange, c'est que les autres les qualifient de blancs parce qu'ils veulent être tout le monde. Et il est vrai que moi, même en nommant ce débat qui s'appelle aujourd'hui le féminisme français est-il aveuglément blanc, le qualificatif de blanc a hérissé pas mal de poils. Donc je voudrais, il y a des gens qui sont scandalisés que je ose diviser le féminisme, etc. Et donc j'aimerais bien t'entendre sur ça parce que je trouve ça assez intéressant finalement ce que tu dis à cette occasion. Est-ce que je dis à d'autres occasions? Non, non, vraiment à cette occasion particulière. Non, mais ce que tu dis en général. Oui, ça c'est typique de la mentalité coloniale et d'une façon générale de la mentalité impérialiste, c'est-à-dire que on peut se nommer soi-même, mais quand on est un dominant, mais on ne doit pas être nommé par les autres. Parce que ça vous enlèverait le côté universaliste, c'est-à-dire que vis-à-vis des autres, on prétend être tout le monde, donc on ne peut pas avoir une spécificité. Donc quand on dit les blancs, hein, ou quand on dit à quelqu'un vous dites ça parce que vous êtes blanc ou parce que vous êtes blanche, ou voilà une féministe blanche par exemple, eh bien, ça la spécifie. Elle n'est pas tout le monde. Elle est une féministe blanche. Et ça, c'est insupportable, parce que les blancs sont des dominants. Donc, mais en revanche, d'ailleurs, je te citais tout à l'heure un exemple de... Les blancs, entre eux, peuvent se qualifier de blancs. Parce qu'en fait, ils se qualifient d'être supérieurs quand ils sont noyés dans une masse indigène, par exemple dans les colonies. Et quand ils sont entre eux, ce qui est la plupart du temps quand même... Ils s'appellent eux-mêmes les Blancs. Je racontais une anecdote sur une expression anglaise qui a perduré jusque, disons, dans les années 1970-1980, longtemps après que les Indes soient devenues indépendantes. Eh bien, l'expression, c'était quand un homme blanc faisait une fleur à un autre homme blanc, d'ailleurs parce qu'il n'avait pas l'affaire à quelqu'un d'autre, eh bien, le premier disait « It's very white of you », c'est très blanc de ta part. Donc, et c'était un terme général, non pas pour dire que c'était blanc, que c'était une attitude blanche, mais pour dire que c'était sympa, que c'était bien, que c'était honnête, que c'était vraiment super. Bon, le genre de choses qu'on ne pouvait pas attendre d'un indigène. Hein. Bon. Et enfin, avant de passer la parole aux deux autres intervenantes, je voulais savoir que tu nous racontes un petit peu cette division qui est intervenue dans le mouvement féministe français, notamment autour de la loi qui interdit les signes religieux, mais en fait qui semble plutôt viser le voile des musulmanes à l'école depuis le 15 mars 2004, et contre laquelle tu as pris position, ce qui t'a vraiment démarqué de pas mal de femmes avec lesquelles tu avais milité. Est-ce que tu peux nous expliquer à la fois comment tu l'as vécu et ce que ça a créé comme division au sein du féminisme en France? Eh bien, moi j'avais déjà signé une pétition contre cette loi à l'été 2003. Et puis, enfin, cette question du foulard, elle a été revenue depuis 89, depuis l'affaire de Creil, et c'était quelque chose qui revenait à échéance régulière. Et là, quand c'est revenu avec cette proposition de loi qui n'a pas été décidée après la commission Stasi, qui a été décidée, d'ailleurs Chirac l'a décidé tout seul, avant d'avoir le rapport de la commission Stasi, eh bien, donc, d'ailleurs avec le soutien d'Alain Grèche, du monde diplomatique, j'ai écrit une pétition qui a été ensuite relayée par les gens qui étaient d'accord contre cette loi. Et puis, ça n'a pas marché, mais entre-temps, j'ai rencontré des jeunes femmes qui portaient le foulard, parce que moi, je n'avais jamais parlé encore avec des femmes qui portaient le foulard, donc j'ai rencontré des femmes qui portaient le foulard, dont... je peux citer qu'un nom, qui est maintenant, je crois, présidente du collectif des féministes pour l'égalité, Ismaël Chouder.
Et nous avons créé le communisme. On n'a pas créé de communiste. Bon, on a créé le collectif féministe pour l'égalité. Et ce qu'on voulait dire pour l'égalité entre nous, l'égalité des femmes. Bon, alors il y avait des femmes qui portaient le foulard et des femmes qui ne portaient pas le foulard. Voilà. C'était un grand pas pour la société française. Et on n'a pas tellement progressé depuis. Bon. Et avec le collectif Une école pour toutes et une école et pour tous, on a travaillé, mais si tu veux, ce n'était pas vraiment une scission, parce qu'une scission, ça voudrait dire qu'on était un certain nombre d'un côté et puis un certain nombre de l'autre. Non, on peut dire que tout le mouvement féministe était contre nous, hein. Ne nous écoutez pas, hein. On n'arrivait pas, enfin, je ne me rappelle plus si là dans le film, il y a des extraits de films qui ont été pris de un racisme à peine voilé, et voilà, les quelques femmes, enfin, devaient être, je sais pas, une vingtaine à essayer de faire partie de la manif du 8 mars, et le gros de la manif essayait de nous en empêcher. Enfin, il y avait une hostilité, une violence qui était absolument incroyable, une véritable violence. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi mes ex-camarades étaient si violemment contre ces autres femmes. Et en fait, je le comprenais plus ou moins, mais dans des termes qui m'auraient semblé incroyables. C'est-à-dire, je le comprenais comme un racisme. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Alors du coup, j'en profite pour m'adresser à toi, Hanan Karimi. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton engagement, de ton travail autour de la prise de parole en fait, politique des femmes musulmanes, et peut-être rebondir sur ce que vient de dire Christine Delphy, dans ce que ça a créé en fait, dans la perception des femmes musulmanes voilées, cette loi et tout le discours qui s'est développé depuis... ça a commencé en 89, mais depuis 2004 notamment. Ton micro. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci Rokhaya pour l'invitation. Je suis très fière d'être aux côtés de Christine Delphy et des autres invités. Alors là sur ce qu'évoque Christine, ça m'évoque tout de suite en fait un épisode très récent qui a eu lieu au Sénat. La délégation aux droits des femmes avait décidé de questionner si la laïcité promouvait l'égalité homme-femme, en tout cas si elle permettait de la défendre. Et là, je me suis retrouvée face à ce que tu évoques, que j'avais déjà par ailleurs, dont j'avais par ailleurs déjà conscience. Mais là, je me suis pris très frontalement, à savoir que c'est même plus une question de foulard ou de non-foulard. J'ai vraiment eu le sentiment que pendant ce débat public où j'étais la seule à dire « mais derrière ces foulards, il y a des femmes », est-ce que vous n'êtes pas finalement inquiète du devenir de ces femmes, j'ai été huée quand j'ai dit ça. Et je me suis rappelé les propos d'Angela Davis dans son dernier livre « Nude sans trêve », dans lesquels elle disait, dans les années 70, on s'est rendu compte, nous femmes noires, que pour le mouvement féministe américain blanc, nous n'étions pas des femmes, nous n'étions pas considérées comme des femmes. Et en 2017, aujourd'hui en France, les femmes qui portent le foulard ne sont pas considérées comme des femmes par celles qui veulent leur interdire. Par exemple, il s'agissait ici de l'accès aux Jeux Olympiques, de l'accès aux formations pour être professeur. Et puis, on l'a vu cette semaine avec la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans le monde du travail. Donc, effectivement, à un moment donné, le féminisme, est-ce que c'est défendre l'émancipation, l'égalité des chances, la redistribution des privilèges, comme tu le dis très bien dans le documentaire, à toutes les femmes, à tous les êtres humains, ou est-ce que c'est défendre finalement ces privilèges et de maintenir à la marge les indésirables et ceux qui ne nous ressemblent pas? Et donc moi, mon engagement, et je le disais tout à l'heure à Christine, en fait, la loi du 15 mars 2004, moi, elle était déjà passée à travers ma vie, à travers mon corps, à savoir qu'avant la loi du 15 mars 2004, il y a la circulaire Bayrou.
la circulaire Bayrou, c'est fin des années 90, où déjà on voit cette chasse aux sorcières que sont les jeunes filles, les lycéennes qui portent un foulard et qui se retrouvent mises en quarantaine dans les établissements scolaires parce qu'elles ne peuvent plus fréquenter, elles ne doivent plus fréquenter leurs camarades parce que peut-être il y aurait contamination. Donc là, tout à l'heure, tu parlais d'idéologie. On est vraiment face à l'idéologie. Aujourd'hui, j'allais dire, c'est le leitmotiv un peu du discours féministe contre les femmes qui portent le foulard. C'est une idéologie contre une autre. Donc l'idéologie universaliste contre l'idéologie islamiste qui voudrait que demain, toutes les femmes en France portent le foulard à cause de certaines qui le portent librement. Donc oui, il n'y a pas eu scission finalement, il y a toujours ce côté, on l'a vu cet été avec le débat sur le burkini, on le voit de manière récurrente finalement, comme si aujourd'hui les structures inégalitaires, la culture du viol, les violences conjugales, le fait qu'il y a des femmes qui meurent tous les 3 jours sous leur coup de leur conjoint ou d'un membre de la famille, ne sont pas des préoccupations plus fondamentales que les quelques têtes qui portent un foulard, là dans les établissements, les estés, ou dans les entreprises, ou ailleurs. Et je pense que c'est ça qui est préoccupant aujourd'hui. Et effectivement, Christine nous dit, aujourd'hui, tout le monde se dit féministe. Même des hommes ultra sexistes se disent féministes. Valls, Bopin, qui a mis son rouge à lèvres rouge, le 8 mars pour les droits des femmes et vous savez tous aujourd'hui que toutes les femmes qu'il a agressées, harcelées sexuellement, finalement se retrouvent dans le camp de la honte parce qu'il n'y aura pas de poursuite à son encontre, que c'est quelqu'un qui est toujours là au niveau du Parlement et que ça c'est très grave. Enfin, quand on est féministe, je veux dire, le mouvement, c'est sur ça aussi qu'il doit combattre, parce que quel message fort ça envoie à tous les agresseurs, à tous les hommes qui battent leurs femmes, à tout ça en fait. C'est juste une carte blanche, une autorisation de se dire, effectivement, il y a moins de 10% des femmes qui sont victimes de viol qui portent plainte, et j'allais corréler ça au fait que ça n'a rien à voir en termes d'agression, on a l'agression sexuelle, mais du côté des agressions islamophobes, on est à 90% à peu près de femmes qui subissent des agressions verbales ou physiques parce qu'elles portent un foulard. Il y a aussi à peu près moins de 10% de femmes qui portent plainte. Et tout ça, ça dit quelque chose de nos structures, de la structure patriarcale en France, qui justement, et c'est tout le paradoxe, qui s'attaque à une partie des femmes comme si on avait déjà tout réglé au niveau des structures, qui nous domine finalement, et de pouvoir s'attaquer aux particuliers ici, qui serait le cas de quelques femmes qui portent le foulard. Merci Anan, tu as cité... je la fais bien. Tu as cité Angela Davis, du coup j'en profite pour rebondir sur qui est mise sur justement cette question de l'afroféminisme. Donc c'est un terme qui est assez récent en langue française, qui a surgi notamment à travers les réseaux sociaux sur lesquels, je l'ai dit, tu es très active. Est-ce que tu pourrais nous parler de déjà qu'est-ce que ça signifie l'afroféminisme, quelles sont ses racines historiques aux États-Unis et en France, et aujourd'hui comment tu es active dans ce champ-là? Alors, bonjour, merci de m'avoir invitée déjà. Comment dire? Qu'est-ce que l'afroféminisme? C'est une question qui revient souvent. Moi, de manière simple, j'estime que c'est un mouvement qui vise à l'émancipation des femmes noires et de leurs oppressions, donc racistes, c'est-à-dire les femmes noires qui vivent dans un système que je vais emprunter un terme que le groupe afroféministe Moi-ci dit souvent, donc c'est le blanc-triarcat, donc c'est le patriarcat blanc, capitaliste évidemment, et donc l'afroféministe, tu le dis bien, qui prend ses racines, comment dire, je pense que c'est intéressant de dire que l'afroféministe prend ses racines partout où il y a des femmes noires. Tu dis, c'est pas exactement universitaire, précis, mais je pense que c'est intéressant de le signifier, parce que l'afroféminisme, comme tu le dis, c'est un terme qui vient très tard, 2014-2015. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y avait déjà des formes
d'afroféminisme sans qu'on explique le terme afroféministe. Et c'est important en tout cas pour moi, c'est dans mon travail, dans mes études, c'est important pour moi d'un peu de déterrer cette histoire afroféministe, même avant qu'il y ait le terme afroféministe qui jaillisse comme ça un peu des réseaux sociaux, parce que les femmes noires et leur combat féministe, antiracistes, anticapitalistes, donc ce combat-là a totalement été effacé des livres d'histoire. Déjà qu'on efface les combats des femmes blanches, alors les femmes colonisées, laissent tomber, quoi. Donc du coup, pour moi, c'est intéressant de déterrer cette histoire et de déterrer ses racines. Effectivement, il y a beaucoup de textes afro-américains, donc ça permet aussi d'avoir une historicité. Je pense que c'est assez facile de dire, bon bah voilà, on a des textes qui sont disponibles, même si pas accessibles parce que souvent en anglais quand même, mais qui sont disponibles, donc c'est facile de dire que bah voilà, c'est les États-Unis, on a Patricia Hill Collins, on a Bell Hooks, qui sont de très grandes théoriciennes du féminisme noir. Mais et de cette manière, et c'est souvent d'ailleurs comme ça qu'on efface un peu la contribution des femmes noires francophones, des femmes noires qui sont caribéennes, qui sont afro-descendantes en fait, donc des Caraïbes, de l'Afrique, et aussi donc des femmes noires parfois afro-brésiliennes par exemple. Et quand on déterre cette histoire en fait d'un espace qui est beaucoup plus large, donc un espace, l'espace de la colonisation, hein, en gros du trafic transatlantique, on découvre en fait l'existence de ces combats et de ces critiques du féminisme blanc qui sont bien antérieures à l'émergence de l'afroféminisme et de l'engouement qu'on a autour du mot intersectionnalité de Kimberlé Crenshaw. On découvre par exemple qu'on a Fatou... Enfin, tu me dis si je parle trop. Hein. On découvre par exemple que déjà dans les années 80, on avait des féministes africaines qui interpellaient les féministes occidentales en disant « Bon, écoutez, votre féministe néocolonial, ça ne va pas le faire. » Donc voilà, nous-mêmes, on va créer nos propres... On a nos propres problématiques, on a nos propres manières d'adresser le patriarcat. On avait aussi des féministes donc, dans les années 78, donc, je ne sais pas si certains ont vu la conférence d'Amandine Gay, évidemment, qui est un peu une référence afro-féministe francophone, parce qu'elle produit aussi, et donc, où elle cite la coordination des femmes noires, et dans la coordination des femmes noires, il y a aussi en fait, cette expression de la lutte contre l'oppression, mais la lutte simultanée des oppressions, donc l'oppression raciste, l'oppression sexiste et l'oppression anticapitaliste. Ce qui est intéressant, c'est que l'afroféministe, en fait, comment dire, l'afroféministe prend en compte le fait que notre expérience genrée va différer en fonction de notre race, en fonction de notre perception. Et c'est vrai que ça vient. Il y a des thèses de féministes, donc de féminisme noir et du humanisme qui l'expliquent. Moi, on ne voit pas de la même façon. Comme femme, on ne me lit pas femme de la même façon qu'on va lire femme, une jeune fille blonde, mince, parisienne, avec une petite robe, etc. On ne va pas nous lire de la même façon, en fait. On va pas... et ça ne veut pas dire que la jeune femme blonde sera protégée du patriarcat, pas du tout. Mais ça veut dire que le fait... Notre race nous a longtemps poussé aux marges de l'humanité. Et donc aux marges, mais je pense que... Et du coup, on n'était même pas femmes, en fait. On était des colonisés, quoi. Et donc du coup, c'est intéressant parce que ça influe notre combat, en fait. Et donc du coup, par exemple, la question de l'exotisation, de la fétichisation qui est dénoncée par les féministes noires américaines, mais qui est déjà dénoncée dans le milieu des années 20 par Jane Nardal, est super intéressante. Parce que c'est une question féministe, parce que c'est le corps féminin racisé qui est interpellé, parce que vu comme l'espace public, comme parfois même un lieu à coloniser, à conquérir. Mais je ne sais pas si elle serait adressée de la même manière dans le féminisme blanc mainstream. Donc pour moi, l'afroféminisme, ça permet vraiment une remise en cause radicale de la question donc, du genre, de la classe et de la race, et notamment, et pour moi qui est fondamental surtout en ce moment, parce qu'on aura tendance, comme le disait très bien Christine Delphi, la question de la race est
totalement, comment dire, éjectée en fait de l'espace français. On considère que ça n'existe pas, que je sais pas comment ça la race quoi, mais t'es aux États-Unis là? Non. Et c'est intéressant de voir que même dans les imaginaires, je me souviens qu'une fois on me disait, par exemple sur la question de la blackface, on me disait oui, mais est-ce que tu peux expliquer blackface pour les gens qui ne savent pas? Oui. Alors excusez-moi, la blackface c'est une manière de se grimer le visage en noir, mais qui vient donc qui était présente aux États-Unis, mais aussi en France. Et qui visait à se moquer un peu, à exagérer et à se moquer des traits qu'on considérait donc des traits noirs entre guillemets quoi. Genre, en gros, il y avait des classiques de se peindre la peau en noir, ce qui est ridicule parce que ma peau n'est pas noire, et de se mettre une grosse bouche rouge, ce genre de choses. Et ce qui était intéressant, c'est que donc parfois j'avais ce débat, je disais mais c'est raciste, etc. Et on me disait mais on n'est pas aux États-Unis ici. Je dis bah on a l'histoire coloniale, tu sais, ça a duré quand même plus d'un siècle. Bon voilà quoi. Et il me dit, et quelqu'un me dit non mais l'esclavage c'était aux États-Unis. Bon. Voilà. Et c'est une anecdote qui est souvent, mais par exemple on va dire voilà oui c'est par exemple on dit oui l'intersectionnalité c'est super mais bon ça vient d'une noire américaine Kimberly Crenshaw hein, donc voilà vous faites un peu du copier-coller. Et c'est aussi une manière d'extérioriser en fait cette question de la race parce qu'elle paraît pas pertinente en fait comme grille de lecture. Alors déjà qu'il y avait aussi que ce soit, enfin, je veux dire que ce soit dans les milieux de droite, ça paraît évident, mais même dans certains milieux de gauche où on considère que c'est pas une question en fait. On va dire oui, mais c'est vos nouveaux mouvements sociaux, je sais pas quoi, basés sur les politiques de l'identité, voilà. C'est pas pertinent ici en France, c'est pas la question en France. Alors que, par exemple, quand on dit oui, mais regardez, dans les années 80, dans les années fin des années 70, il y avait la coordination des femmes noires, il y a eu le mouvement des femmes noires, il y avait Paulette Nardal, il y a une histoire française. Et donc, du coup, pour moi, l'afroféministe remet en fait, et on me dit même l'intersectionnalité, voilà, c'est américain. Et moi, je dis non, le contexte francophone est très particulier en fait. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il y a une question que je voudrais vous poser à tous les trois. Est-ce que, puisqu'il y a un féminisme musulman et un afroféminisme, est-ce qu'il y a un féminisme blanc? Et qu'est-ce que ça signifie? Parce que par féminisme blanc, souvent on pense à un féminisme qui est excluant par rapport, en tout cas qui ne perçoit qu'une partie de la féminité. Est-ce que vous pourriez apporter votre définition et peut-être aussi apporter un éclairage sur le terme d'intersectionnalité qui a été évoqué rapidement, mais qui, à mon avis, mériterait d'être explicité davantage? Qui d'entre vous, Anna, peut-être pour commencer? Okay. Donc sur l'intersectionnalité, en fait, c'est, moi, mon approche, par exemple, pour ma thèse, c'est une approche intersectionnelle, à savoir que des femmes subissent plusieurs oppressions, non seulement l'oppression sexiste à cause de leur sexe, raciale et de classe. Et que tout ça, finalement, ça s'imbrique. Et que, du coup, sur mon terrain, par exemple, là où la décision de cette semaine vient confirmer que pour les besoins d'une entreprise, par exemple, d'une salariée qui rencontrerait des clients, voilà, le règlement intérieur pourrait lui imposer d'être neutre. Je ris. Européenne, occidentale. Ça veut dire neutre. Bon. Enfin, j'en ris, mais en fait, c'est dramatique parce que sur le terrain français, depuis 2004, il y a une capillarité comme ça. Et sur le terrain, ce que je me rends compte, c'est que tout à l'heure, Christine nous disait, après 2004, il n'y a pas eu de mouvement radical, politique, contre cette loi raciste et sexiste, parce qu'elle touchait que des femmes issues de l'immigration postcoloniale, donc voilà, race, classe, genre, et donc qui n'étaient pas outillés en termes de capital militant ou tout ce que vous voulez, politique, pour pouvoir contester ça. Et puis parce qu'on est face à des conditions d'existence qui sont des conditions d'existence de survie. De précarité, donc de survie. Et donc, pour ces femmes-là, et tout à l'heure, j'ai commencé, je vous ai mis l'eau à la bouche avec la circulaire Bayrou, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout. En fait, c'est que moi, quand on a exigé de m'exclure de l'établissement, parce que j'avais bien compris la laïcité, en fait, et donc j'avais dit à la proviseure qui m'avait convoquée pour me dire qu'elle ne voulait pas que je porte de foulard au lycée. C'était le lycée professionnel, donc j'étais étudiante déjà à l'époque.
Et je lui dis, oui, mais pourquoi alors mon camarade qui arrive avec un t-shirt d'anarchiste a le droit de le faire? Et donc la loi de 1905, c'était neutralité religieuse, politique et philosophique, pas pour les usagers des institutions publiques, mais pour les fonctionnaires. Mais bon, j'avais quand même compris qu'on avait une tolérance un peu plus particulière pour les signes politiques que pour certains signes religieux. Et donc on a voulu me mettre en conseil de discipline. Et j'ai refusé. Et en fait, tout ça, ça va recouper sur l'intersectionnalité. Je te rassure, Rokhaya, c'est que, quand de manière militante, politiquement, c'est-à-dire que c'est une décision politique que j'avais prise à ce moment-là sans avoir toute cette théorie que je peux avoir aujourd'hui ou cette lecture, j'ai refusé d'aller en conseil de discipline pour me retrouver face à un tribunal qui allait me dire « on va t'exclure ». Je suis partie. Je ne suis pas retournée au lycée à 3 mois du BTS. Et la seule alternative possible que j'avais à cette époque-là, moi, fille d'ouvrier marocain qui a immigré dans les années 70 avec une mère au foyer, c'était de me marier et de devenir épouse d'eux pour pouvoir ne pas être la charge de mon père en plus et pour pouvoir être, pour avoir une fonction sociale avec tout ce que ça recoupe de lecture critique en termes de structure. Et d'ailleurs, ça ne va pas répondre à la question directement, mais je voulais rebondir sur un truc que j'ai vu dans le documentaire. Christine nous dit, en fait, c'est quelque chose qu'on expérimente, le féminisme, quand on est petite fille. Et moi, effectivement, j'ai été féministe très tôt parce que je suis d'une fratrie de 7 enfants. D'abord 5 filles et 2 garçons. Et l'opprobre est tombée sur nous le jour où le premier garçon est né. Et mes parents ont eu 7 enfants justement pour pouvoir avoir des garçons. Et donc c'est quelque chose que j'ai expérimenté comme ça en termes d'injustice toute ma vie. Et quand je me suis retrouvée sans alternative professionnelle possible à cause de cette loi d'émancipation des filles qui portent le foulard et qui me renvoyait au foyer, eh bien, ma conscience féministe a repris le dessus après avoir eu 3 enfants et devoir assumer les tâches ménagères, l'école à la maison, parce que je refusais que ma fille aille dans cette école qui m'avait exclue. Donc je faisais l'école à la maison à ma petite fille, qui aujourd'hui a 17 ans, et j'ai fait la grève. Et ça a été ma première expérience féministe. J'ai fait la grève des tâches domestiques. Et c'était une première parce que dans ma culture populaire nord-africaine, c'est pas quelque chose qu'on faisait. Donc je voulais juste illustrer là-dessus. Et ta deuxième question, c'était quoi sur l'intersectionnalité? Ah oui, alors oui, le croisement, justement le croisement des oppressions. Et quand je vous parlais des jeunes femmes là aujourd'hui qui ne peuvent plus travailler ou qui en ont marre d'expérimenter le rejet parce que c'est des discriminations qu'elles vivent au quotidien avec ce stigmate qui est renforcé par les médias et les discours politiques, eh bien ces femmes-là se retrouvent finalement sans pouvoir travailler. Donc là, on est sur une question de classe sociale très importante où elles vont essayer de devenir auto-entrepreneurs, donc, parce que le monde du travail leur est complètement fermé et qu'elles n'ont pas d'autres alternatives. Donc là, moi, je le vois bien sur mon terrain de thèse, à quel point la question de la classe sociale en termes d'opportunités professionnelles et d'avenir, finalement, est très présente dans, par exemple, la population issue de l'immigration postcoloniale. Merci. Et Christine, quand on parle de féminisme blanc, qu'est-ce que ça t'évoque en fait? Et quelle signification politique ça a? Eh bien, jusqu'à récemment, ça n'avait pas vraiment de signification pour moi. De le qualifier comme ça, je pensais que c'était le féminisme. J'étais étonnée quand même de voir qu'il n'y avait pas de femmes nord-africaines dans nos rangs, ni noires ou quasiment pas. À un moment, il y a eu les nanabeurs. Bon. Et puis, il y avait des groupes... comment ça, j'ai oublié leur nom, mais... il y a eu 2 groupes qui étaient des femmes qui étaient contre l'excision. Des femmes africaines qui avaient fait un groupe, et puis d'autres qui avaient fait un autre groupe. Et puis il y avait, je ne sais pas, les groupes dont tu as parlé. Je pense qu'il y avait peut-être le mot des femmes, parce que le mot des femmes, il y avait Awatiam dans le groupe,
Parce que Oui. à Watiam, c'était la coordination des femmes noires, Oui. donc en 78, et le Modéfen, parce qu'elles combattaient beaucoup contre l'excision. Oui, c'est ça. Mais ça n'a pas duré longtemps non plus, Non. le Modéfen. Oui, c'est ça. Et puis il y avait donc, je ne sais pas pourquoi, il y avait 2 groupes qui luttaient contre l'excision. Et puis il y a un groupe qui s'est créé, le Rajvir, qui était pour les femmes issues de l'immigration qui avaient des problèmes de papier, de double nationalité ou de bon. Mais en fait, c'était des groupes qui, quand j'y ai réfléchi après, je me suis dit, c'était des groupes qui travaillaient sur des oppressions spécifiques des femmes racisées, enfin, dont on dirait maintenant qu'elles sont racisées, on n'employait pas ce terme à l'époque. Et toujours avec l'aide de blanches, hein. Bon, et comme si elles étaient particulièrement frappées par le destin. Mais bon, donc il y avait un truc quand même un petit peu condescendant. Enfin, bon, mais bon, j'ai pas grand-chose à dire de plus que ce que Hanan a dit sur l'intersectionnalité. Sauf que moi, je n'aime pas ce mot. Alors, c'est pas que... Non, je n'aime pas ce mot, non pas... Si on dit que quelque chose est intersectionnel, je veux bien, mais une fois, j'étais dans une réunion à Bruxelles, et il y a une jeune femme qui me dit « Est-ce que vous travaillez sur l'intersectionnalité ?» Et je lui dis « Non ». Parce que je ne sais pas ce que c'est que l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est une intersection. Et je veux dire, 2 rails de chemin de fer peuvent faire cette intersection. N'importe quoi et n'importe quoi peut faire une intersection. Donc je pense que c'est une façon de cacher de quoi il est question. Tu vois, de dire juste l'intersectionnalité. Pourquoi ne pas dire je travaille sur l'imbrication du genre, de la race et de la classe. Après, techniquement, c'est ça. Hein. Comment ? Techniquement, c'est ça. Oui, mais... et pourquoi l'appeler intersectionnalité de façon à ce que personne ne comprenne ? En fait, c'est un mot qui a été créé pour cacher quelque chose. Ah, je travaille sur l'intersectionnalité. Oh, qu'est-ce qu'elle raconte là ? Ça doit être une histoire d'ingénieur et de boulon ou de je ne sais pas quoi. Mais non, il faut dire sur quoi on travaille. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que j'ai quelque chose contre ce mot. Voilà, c'est tout. Bon, pour l'instant, c'est tout. Bon. Qui est Miss ? Du coup, j'ai plein de choses à dire. En fait, je pense que c'est intéressant parce que l'intersectionnalité, ça arrive dans un moment où la question de la race, la classe et le genre sont un peu... c'est pas moi qui dis ça. J'ai été à une conférence avec Kimberlé Crenshaw et elle explique en fait dans quel moment ça s'inscrit. En fait, c'est avec ça. Juste Kimberlé Crenshaw. Kimberlé Crenshaw, donc c'est une chercheuse. Donc là, elle fait des études de genre, mais à la base, c'est une chercheuse en droit. Et elle a fait des études de droit. Et c'est durant ces études de droit où en fait, elle se rend. Hanan, tu me corrigeras si j'ai pas l'histoire exacte très bien, mais bon, bref. Elle se rend compte, en fait, elle étudie 2 cas spécifiques où il me semble qu'il y a une histoire où ces 2 groupes, donc un groupe féministe, un groupe antiraciste, donc un groupe féministe notamment, surtout composé de blanches, et un groupe antiraciste très, 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 très masculin. Il n'y a que des hommes. En tout cas, ceux qui sont au devant de la scène, ce sont des hommes. Donc, il y a un procès, ce genre de choses. Et en fait, elle se rend compte à un moment qu'il y a des femmes noires aussi qui sont touchées par 2 discriminations. Et que, moi, en tout cas, la manière dont je l'explique, parce que c'est comme ça que ça me vient, c'est qu'il y a un angle mort, en fait. Il n'y a pas de groupe. Il y avait les féministes noires. Mais... Moi, le cas que j'ai en souvenir, c'est peut-être pas le même que le tien, mais en fait, elle expliquait qu'elle avait dû soutenir le cas d'une femme noire qui voulait travailler dans une entreprise et qui s'estimait discriminée en tant que femme noire. Et en fait, on lui opposait qu'il y avait des noirs, mais la plupart de ces noirs étaient des hommes qui travaillaient côté ouvrier et qu'il y avait aussi des femmes. Mais c'était dans la plupart du cas des femmes blanches qui travaillaient comme secrétaires. Et elle n'avait pas les outils juridiques pour expliquer que le fait d'être à la fois femme et noire faisait qu'elle avait
pas de place en fait dans cette organisation qui est à la fois raciale et sexiste. Et en plus, je crois parce que je crois qu'il y avait même les groupes qui lui opposaient le fait que, les féministes noirs qui du coup s'intéressaient sur la question du féministe, et les antiracistes qui disaient bon bah la question du féminisme on la passe à la trappe évidemment. Et donc du coup voilà. Et ce qui est intéressant. Ouais, à Sciences Po, ouais. Bref. Et donc du coup, à ce moment-là, elle le dit. Et ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, elle le dit. Elle dit, en fait, ça a du sens parce qu'aux États-Unis, il y a des départements d'études du genre depuis longtemps. Il y a des établissements noirs depuis longtemps. Donc, je sais pas. En plus, je crois que c'est quand même un truc d'universitaire d'utiliser du jargon. Enfin, je sais pas, c'est marrant. Quand désolée, je suis étudiante en sciences politiques, et quand je lis des textes de sciences politiques, même de féministes marxistes ou de féministes, quand je lis Judith Butler, ça jargonne à mort. Hein. Donc du coup pour moi, l'intersection, le fait de reprocher un manque d'explicitation à l'intersectionnalité, ça me fait rire parce que je me dis en fait à la base c'est un terme universitaire, donc pour moi c'est normal que ça jargonne. Mais cela dit, je trouvais ça intéressant parce que j'ai l'impression qu'on accepte plus facilement le terme féministe intersectionnel que le terme féministe décolonial. Parce que le terme féministe intersectionnel, c'est sympa, c'est un mot en 4 syllabes, voilà, c'est cool. Et en fait, c'est vrai qu'il y a aussi, c'est vrai que Madame Delphi a raison. Il y a aussi un côté, surtout en France où on a tendance à masquer ces questions, c'est facile en fait, intersectionnel, ouais, c'est la diversité, machin. Pour moi, c'est pas le terme intersectionnalité en fait qui a questionné. En fait, c'est plus la manière dont c'est reçu dans des universités françaises qui sont majoritairement masculines et blanches. Même dans les questions... Donc, et c'est ça, parce qu'en fait, techniquement, on pourrait très bien avoir des universitaires qui se diraient on va dire ce que ça veut dire, comme vous venez de dire, en une phrase, et en fait, il n'y aurait pas d'ambiguïté. Mais l'ambiguïté, pour moi, elle précède l'intersectionnalité, en fait. L'ambiguïté, et elle est levée quand on parle de féminisme décolonial, parce qu'en plus, ça renvoie directement à l'histoire de la France. Donc, et c'est pour ça, moi, je trouve... Mais pour moi, c'est intéressant aussi de quand même de redonner un peu... d'utiliser ce terme. Et aussi parce que ce terme, de base, quand même, c'est un terme qui est issu d'une histoire du féminisme noir, en fait. Donc pour moi, et parfois ça m'agace parce que je me dis, je vais dans des conférences, on me dit on va parler du féminisme intersectionnel, on parle pas du tout de race. Je me dis non mais attendez, c'est quoi cette blague là? Et en fait, je me dis c'est vraiment une manière de nier en fait un outil qui a été utilisé, c'est pas pour les femmes noires de manière exclusive, mais de base c'est fait pour les femmes noires. Donc, et quand je dis femmes noires, c'est pas une question d'identité, c'est une question de femmes marginalisées socialement du fait de leur race. Et de leur genre, évidemment. Et si je t'interroge juste sur le terme de féminisme blanc, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors, pour moi, je trouve que c'est super... Enfin, je trouve que déjà, utiliser le terme féminisme blanc, pour moi, c'est capital en France, parce que du coup, voilà, on dévoile, on met en lumière des mécanismes. On met en lumière une histoire coloniale, ça bouleverse et ça choque et ça énerve parce qu'on sait, enfin les femmes blanches, comme le disaient Christine Delphi et Hanan Karimi, les femmes noires, les femmes blanches se voient pas comme blanches et en fait se voient comme universelles en fait. Elles se voient comme le porte-parole des femmes. Jusqu'au moment où elles se disent non mais on parle des femmes et des noirs. Donc là, elles se disent ouais non mais attends, en fait nous on n'est pas toutes les femmes, on est toutes les femmes mais toutes les femmes sont blanches en fait. Donc du coup, je trouve que c'est vachement intéressant de dire on parle du féminisme blanc parce qu'en fait, la question de la blancheur, c'est une création coloniale, raciste et coloniale qui est dans l'histoire de la France en fait et qui transparaît dans l'histoire du féminisme français. Je lisais un texte, un bouquin super de Jennifer Boitin sur la France, je ne sais plus comment ça s'appelle déjà, coloniale métropolis, sur le Paris des années 30, où on voyait en fait des femmes blanches qui allaient dans les réunions de militants anti-impérialistes et antiracistes assez
radicaux d'ailleurs à cette époque-là, qui se mariaient avec ces hommes noirs, que ce soit antillais ou africains. Et très peu de fois était posée la question de l'absence des femmes noires dans ces réunions antiracistes et anti-impérialistes, en fait. Très peu de fois était posée cette question. Et on voit que c'est dans les années 30. Tu vois, donc en fait, cette question, elle est vraiment pas nouvelle, quoi. Elle date pas de 2014. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'historique, en fait. C'est pas juste parce que c'est très provocateur, féminisme blanc. Ça crispe, ça énerve. On se dit, mais non, mais comment tu oses m'appeler blanche? T'es raciste de dire blanc, tu vois. Mais c'est en ça que c'est radical, en fait, pour moi. Parce que ça questionne de manière brutale. Alors que parler d'intersectionnalité en France, parce que l'intersectionnalité, pour moi, ça arrivé par les universités françaises, qui sont des institutions très blanches, et ben ça a un peu perdu de son côté radical, tu vois. Ça a un peu perdu de son côté un peu piquant, tu vois. C'est pour ça que ça a été fait, hein. L'intersectionnalité ? Ben évidemment, c'est un concept qui a été créé pour qu'on ne sache pas de quoi on parle. Moi, franchement, on va être en désaccord, ça me désole, mais on va être en total désaccord. L'intersectionnalité, c'est 96, c'est radical. C'est radical. C'est pas de ça que je parle. Je parle du mot lui-même. C'est que quand tu dis intersectionnalité, tu ne dis pas imbrication du racisme, du sexisme et de la classe. Tu ne le dis pas. Donc, je veux dire qu'en tant que mot, ça ne suffit pas. Donc, je dis, ce mot est une grande théoricienne noire américaine qui était au colloque international, enfin francophone, des études féministes francophones, en mai 2012, a dit exactement la même chose. C'est qu'en fait, ça met les gens sur une voie de garage de dire juste intersectionnalité. Moi, je ne dis pas que ce que ça fait est mauvais. Je dis que le mot est mauvais parce qu'il cache de quoi il parle. Oh, mais marxiste, ça ne dit pas de quoi ça parle non plus. Eh bien oui, c'est embêtant aussi. Non, mais justement, il y avait un colloque aussi international à Paris 7 où il y avait Patricia Hill Collins qui regrettait justement ce qu'on avait fait de l'intersectionnalité, à savoir un outil méthodologique, alors qu'à la base, c'était un enjeu de pouvoir, enfin un questionnement pour gagner en pouvoir, de là où on était situé. Et donc, ça a été complètement inversé dans la logique universitaire de savoir. Et elle disait, moi, quand je fais des cours c'est devenu une méthodologie, alors que ça ne l'était pas. Et elle dit, j'ai en face de moi, finalement, ça se transmet dans les universités de haut en bas, alors qu'à la base, c'est quelque chose qui circulait de bas en haut. Voilà. Donc juste pour qu'on se mette d'accord sur l'intersectionnalité, finalement on dit la même chose, sauf qu'effectivement il y a un écueil par rapport au terme et que moi je travaille pas sur les féministes intersectionnelles, j'ai une approche intersectionnelle par rapport aux femmes sur lesquelles je travaille. Après je pense que c'est vraiment parce que comment dire, on n'a pas fini, hein. Ouais. Mais après on va partir sur l'intersectionnalité. Non, mais alors du coup, je pense que le débat risque d'être long sur le terme. Donc je propose qu'on le poursuive peut-être dans un autre espace, mais j'aimerais demander aux deux réalisatrices, Florence Tissot et Sylvie Tissot, de nous rejoindre. Je crois qu'il manque une chaise. Je ne sais pas s'il est possible d'en apporter une, on va un peu se serrer. Et du coup, de passer la parole au public. Donc vous posiez des questions, on va en prendre plusieurs d'affilée. On n'a qu'une demi-heure pour les questions, donc je vous demanderai de ne pas trop vous étendre. Je sais qu'on a tous envie de dire plein de choses, moi aussi, hein, et qu'on n'a pas forcément le temps. Donc vraiment de faire des questions le plus synthétiques possible, même si vous avez des commentaires, je vous invite aussi à commenter. On va en prendre une série, et puis après vous pourrez poser des questions à la fois sur le film avec les réalisatrices, mais aussi sur ce qui vient d'être dit. Pour ceux qui tweetent, qui live tweetent, donc le hashtag c'est Rock My World. Sachez aussi qu'en sortant, il y aura une table avec les DVD du film que vous venez de voir et aussi des livres. Donc, je crois qu'il n'y a que mes livres, hein, du coup, je ne sais pas. C'est pas du tout. Non, j'ai demandé aux autres. Ouais, j'ai pas ramené Voix les préjugés. Okay. Non, tu l'as pas ramené. Bon, bah du coup, Sylvie, je sais pas si tu t'es mis d'accord avec Silep, parce que tu avais demandé pour les livres. Non, tu sais pas. Bon, apparemment, il y a que mes livres pour l'instant, mais en tout cas, il y a le DVD du film, si vous voulez le partager. Il y a quelques livres de Christine. D'accord, super. Je ne sais pas lequel Florence a apporté, mais il y en a quelques-uns à la sortie, oui. Voilà, donc il y a une table à l'extérieur, même pour ceux qui partent plus tôt, il est possible... J'ai pas compris. On fait un signe devant, mais je comprends rien. Je suis désolée.
Ah oui, ah oui, on peut les dédicacer. C'est un argument. Je ne sais pas si ça vous intéressera plus, mais on peut dédicacer les livres si vous le souhaitez. Donc je vous invite à poser les questions. Alors moi, j'ai pas mes lentilles, donc j'ai un champ de vision de 10 mètres environ. Donc levez-vous et faites des signes. D'accord, super, merci. Bonjour, moi je suis Aude Loriot, je suis journaliste. J'ai eu l'occasion de commencer cette conversation sur le terme féministe blanc avec Rokhaya Diallo et Christine Delphi. À part, désolée, c'est un petit aparté. L'expression féminisme blanc, elle me questionne pour plein de raisons, mais je vais en citer une seule. C'est qu'à chaque fois que je pose la question à des militantes ou que je lis des textes là-dessus, on me dit, ou je lis, mais blanc, ça veut pas dire, ça renvoie pas à la couleur de peau, ça renvoie au fait d'être dominant. Et en fait, ça veut dire plein de choses, et on peut être noir et être blanc, et on peut être blanc et être une féministe noire. Et du coup, je me pose... Alors, en tout cas, dans l'expression féministe blanc. J'ai notamment avec le collectif Moisi que vous avez cité, là, collectif de femmes noires, j'ai eu aussi cette discussion-là sur Twitter, et c'est ce qu'elles m'ont répondu, et c'est ce qu'on lit dans plein de textes. Alors ça me pose un problème, notamment, c'est comme le concept d'intersection. Si intersectionnalité, si personne ne sait ce que ça veut dire, si c'est flou, bon bah voilà. Bah, féminisme blanc, si on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, si pour les sociologues et les experts, c'est un truc vachement plus compliqué que juste la couleur de peau, mais que pour les gens de l'extérieur, c'est juste la couleur de peau, ben, quand il est utilisé politiquement, ce concept, ben, il brouille le message. Il y avait donc à la manif de Belleville le 8 mars, des pancartes avec marqué « Féministe blanche, c'est toi le problème ». Dehors, je ne sais plus ce que c'était casse-toi, enfin un truc un petit peu violent. Et comment les femmes qui ne connaissent pas le concept de féminisme blanc, de tout ce qu'il y a derrière, les femmes qui passent là dans la rue, qui voient féministe blanche, casse-toi, comment elles le prennent, quoi. Donc moi j'ai l'impression... Mal. Voilà. Donc, et est-ce que finalement, politiquement, c'est efficace comme concept de parler de féminisme blanc? Donc moi, ça me pose vraiment question là-dessus. Donc voilà. Ok, merci. On va prendre d'autres questions et après, chacune répondra. Donc dans le fond, je crois, tout en haut. J'ai le micro devant. Ah, oui, ok, je sais pas qui. Ah oui. Et après, la personne qui est tout au fond. Je ne vais pas m'excuser sur la pertinence de ma question, mais voilà, je suis quand même assez curieuse de savoir, Madame Delphi, si par la suite, vous avez pu travailler avec Pierre Bourdieu sur les questions de féminisme. Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu. Que vous évoquez au début du documentaire. Et qui vous a fermé un peu la porte au début quand vous êtes intéressé aux femmes et avant qu'il ne s'intéresse lui-même à la question. Donc, réponse tout à l'heure. On prend deux autres questions, puis après... Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Alors, du coup, moi, j'ai une question un peu orientée. Oh, c'est drôle quand tout le monde se retourne. Et en fait, en tant que féministe racisée, je parle aux féministes racisées du coup, et la question de l'intersectionnalité, désolée, ou plutôt de l'imbrication ou de l'articulation des luttes antiracistes et des luttes antisexistes. En fait, il y a énormément de collectifs qui sont créés, je pense à Moissy, et pas Moisy, hein, je précise, et d'autres collectifs comme ça, qui du coup articulent les luttes antisexistes et les luttes antiracistes, et se posent la question de, est-ce que finalement dans les milieux antiracistes, il y avait la place pour les féministes, et est-ce qu'elles ont dû se retirer de ces milieux parce que justement elles en avaient marre de conditionner leur lutte antisexiste à d'abord on libère les racisés, ensuite on libère les femmes, voire jamais, voilà. Et du coup, je voulais savoir votre avis, parce que pour le coup, c'est aussi une question qui se pose pour les féministes musulmanes, de savoir si les milieux associatifs musulmans sont des espaces où on peut s'exprimer aussi sur les questions féministes, ou est-ce qu'il faut faire toujours très attention et d'abord parler du sexisme des Blancs avant de parler du
sexisme aussi dans la communauté. Merci. Et une dernière question. Oui, on m'entend? Oui. Bonjour. Je me lève? Ah oui. Alors, bonjour. J'aime pas trop prendre la parole, mais bon. En fait, donc, quand je vous entendais parler, je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que on a besoin d'être représenté, c'est-à-dire que c'est pourquoi on recoupe à chaque fois les groupes, parce que les femmes noires ont besoin d'être représentées, les femmes voilées aussi. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que ça attise la haine entre femmes? C'est-à-dire qu'au lieu d'être toutes solidaires, comme déjà je trouve que nous les femmes, on est très méchantes les unes envers les autres en général, est-ce que ça coupe pas, ça divise encore plus à chaque fois? Voilà. Bon. Oui. Alors, merci. Alors, on va reprendre une deuxième série de questions en fonction du temps qu'on aura, mais on va reprendre une deuxième série de questions. Donc, Sylvie Tissot, déjà, merci pour le film, hein, et bravo. Merci. Et merci aussi à Florence Tissot, qui est, je pense, dehors peut-être. Voilà. Oui. Non, très rapidement, je voulais réagir à la première question, à l'idée et au problème que ça représenterait de choquer. Je pense que dans l'action politique, il y a plusieurs démarches et il y a plusieurs moments, et qu'on peut très bien envisager l'action politique comme une action qui choque, qui déstabilise, et d'autres moments politiques qui vont être dans l'explication, dans la pédagogie. Et je pense qu'en tant que femme, souvent, on se censure beaucoup. Et qu'on a plutôt tendance à être dans l'explication, plutôt douce, on a plutôt plus peur de froisser les hommes, et je pense que ça peut être le cas pour d'autres types d'oppression que le contraire. Donc je ne pense pas que ce soit incompatible, ça c'est une première chose. Et sur la question des termes universitaires, alors évidemment là je vais parler en tant qu'universitaire et sociologue, mais moi j'ai déjà eu des remarques aussi sur le fait que c'est des termes trop compliqués, ils ne sont pas compris, etc. Et je me souviens qu'on m'avait fait la remarque sur le terme de discrimination, que c'était trop compliqué. Mais moi je pense que c'est devenu un terme du langage commun, du langage ordinaire, et que ça met en fait un mot sur des réalités. Alors les mots, ils circulent entre différents univers sociaux, et quand ils viennent que d'en haut, c'est un problème aussi, mais enfin, il y a des formes de réappropriation, et parfois, on a besoin de mots, on va dire, compliqués pour désigner des choses compliquées, mais que souvent on surestime quand c'est des mots nouveaux et quand c'est des mots qui dérangent, leur caractère trop complexe ou trop alambiqué. Et je pense que c'est le cas pour certains mots en particulier. Voilà. Merci. Qui d'entre vous veut répondre aux autres questions, aux questions qui ont été posées Alors, il y avait une question sur le terme féminisme blanc. Est-ce que ça a été Bourdieu. Peut-être que Bourdieu, sur Bourdieu peut-être. Bourdieu non, parce que Bourdieu, il n'aimait pas les femmes, sauf dans le sens où les hommes aiment les femmes en général, c'est-à-dire dans un rôle bien particulier, quoi. Et une fois, je lui avais fait remarquer, il avait fait un article. Il se trouve qu'on travaillait dans des bureaux contigus. Il avait fait un article sur le célibat des paysans béarnais, très long, qui a été republié en livre par son fils, je pense. Et je lui ai dit, mais écoutez, vous attribuez le fait que ces hommes soient célibataires au fait que les femmes de leur milieu ne veulent pas épouser des agriculteurs parce qu'elles sont ébahies, elles ont la tête tournée par les lumières de la ville. Mais bon, il n'y a pas que les lumières de la ville. Si elles veulent épouser un postier ou autre fonctionnaire, c'est aussi parce qu'elles auront 2 à 3 fois moins de travail que si elles épousent un paysan. Et alors, ça lui est passé, mais alors, je ne sais pas où, mais complètement au-dessus de la tête. Et il s'est mis à se lancer dans un éloge qui était assez fréquent chez lui, à la gloire des paysans hommes béarnais, qui étaient des hommes qui savaient tout faire. Il suffisait de leur donner un couteau de poche, et puis ils faisaient absolument tout. Mais c'était une véritable folie, quoi. Enfin, folie. Non, parce qu'il restait très calme, mais enfin, il était plein d'enthousiasme pour ces hommes. Donc, Bourdieu ne s'intéressait vraiment qu'aux hommes en tant qu'êtres humains, parce que les femmes, les femmes étaient éblouies par les lumières de la ville, et donc, ce n'étaient pas des êtres humains. Elles ne pensaient pas à raccourcir leurs heures de travail, elles ne voulaient pas passer leur temps à traire les vaches, comme faisaient les femmes à ce moment-là, et comme
dans un certain nombre de pays, les femmes le font encore, c'est-à-dire qu'elles ont des heures de... Elles cumulent le travail de la maison et le travail agricole, où elles ont les tâches les plus dures, les plus merdiques, c'est le cas de le dire, parce qu'elles sont dans la merde des vaches. Et voilà, et si des femmes trouvent l'occasion d'épouser quelqu'un qui habite en ville et qui n'a pas une étable de 30 vaches à traire à la main, eh ben, elles profitent de l'occasion. Et ce n'est pas vraiment les lumières de la ville là, qui les éblouissent. Donc voilà, voilà pour Bourdieu, je veux dire. C'est un type qui était très intelligent, mais qui était très intelligent pour la moitié de l'humanité, qu'il considérait comme étant toute l'humanité. Mais ça, c'est le problème de toutes les discriminations. Hein. C'est-à-dire qu'on considère une partie de l'humanité comme étant toute l'humanité. Merci. Il y avait une question aussi sur... qui demandait si le fait de nommer des féminismes spécifiques ne divisait pas parce que les femmes seraient méchantes entre elles et peut-être qu'on aurait plus intérêt à marcher d'un pas convergent plutôt que de nommer des chapelles et des chapitres spécifiques. Je te sentais. Alors moi je pense pas, parce que je pars du principe qu'en fait les divisions elles sont... je sais pas, après je prends l'exemple de l'afroféminisme, mais je pars du principe qu'on crée un groupe parce qu'il y a des divisions. On ne divise pas parce qu'on crée un groupe. Tu vois ? Moi, je pars du principe que... parce qu'il y a aussi un truc aussi, je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent pas tout faire, qu'à un moment, il faut des spécificités parce qu'on peut adresser des questions spécifiques, on va pouvoir passer plus de temps là-dessus. Et alors, première chose, les femmes, elles sont méchantes entre elles, mais c'est à cause du patriarcat, ça. Désolée de le redire, mais moi, je pense que la plupart du temps, c'est parce que soit il faut avoir l'attention des hommes, ou soit parce que l'autre elle a plus l'attention des hommes que... Enfin, voilà, et on est dans un système compétitif qui est créé par le patriarcat, en fait. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'analyse la question. Après... Et puis les hommes, ils nous tuent tous les 2 jours et demi. Donc, ouais, voilà. Donc, c'est pas la Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de méchanceté et de violence, je crois que les hommes sont plus violents envers les femmes que les femmes entre elles. Enfin, c'est ce qui me semble. Je suis plutôt d'accord. Mais du coup, je pense que après, par exemple, pour la question de la division, c'est quelque chose qui revient souvent, mais j'ai l'impression que ça revient souvent dans pas mal de luttes. Je crois qu'un jour, j'étais avec quelqu'un qui était de gauche, donc il était un marxiste, je sais pas quoi. Bref, et donc il disait non, mais on s'en fiche du féminisme, l'important c'est la classe. Non, mais c'est vraiment des questions qui sont donc il y a une chimère comme ça d'une unité, d'un groupe qui serait unitaire. Donc ce serait soit la classe prolétaire, ou ce serait les femmes, ou ce serait donc ce serait des groupes, ou ce serait par exemple les noirs. Je prends l'exemple des noirs. Et en fait non, c'est pas vrai en fait. Et en fait je pense que on peut, après ça n'empêche qu'on peut créer ensuite, en ayant conscience de ces différences et donc parfois de ces oppressions, surtout c'est pas seulement des différences en fait, c'est des inégalités qui nous oppressent, qui nous posent parfois à la marge. On peut ensuite construire des alliances plus saines, plus honnêtes dans ce cadre-là. Mais avant, rester dans une chimère de non, mais toutes les femmes doivent être unies, alors que non, parfois il y a des problèmes de racisme, il y a des problèmes de classisme, il y a des problèmes d'hétérosexisme, de cissexisme, tout ce que tu veux. Le sexisme, on n'a pas le temps d'expliquer. Bon, bref. Si, tu peux dire quand même. Le cissexisme, en fait, c'est le fait que on a des personnes qui sont, j'espère pas dire de bêtises, mais des personnes qui sont assignées à un genre qui n'est pas le leur. Qui sont victimes, donc les personnes trans par exemple, ou les personnes non-binaires qui sont victimes de violences, d'exclusion, de discrimination. Et c'est le fait du cis-sexisme. Voilà. Et donc, bon, ça mériterait plus d'informations, mais bon, je vous invite à rechercher. Et tout ça pour dire qu'en fait, voilà, donc en fait, il y a des oppressions spécifiques qui méritent d'être démasquées par la création de ces groupes spécifiques, en fait. Voilà. Merci. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ça, Anna? Oui. Sur les féministes blanches, j'allais dire, ça revient un peu à ce que dit. Pour moi, c'est un langage qui doit être acté. Enfin, le féminisme de manière générale et les mouvements de libération des dominés ne s'est jamais contenté de ménager le dominant. Et là, les féministes blanches sont solidaires des hommes blancs,
très clairement. Il y a une hiérarchie sociale en termes d'hommes et de femmes, mais aussi de blancs et de non-blancs, qui est effective dans nos vies. Donc les femmes blanches se situent peut-être en dessous des hommes blancs, mais en dessous les femmes blanches, il y a les hommes non-blancs, et en dessous encore, il y a les femmes non-blanches. Donc oui, les nommer, parce qu'il y a toujours cet effet de solidarité en termes raciaux, et que dans les mouvements, enfin là et je ne vais pas me désolidariser des femmes même si c'est pas ce que tu demandes, Aude, mais je ne vais pas me désolidariser du collectif 8 mars pour toutes, qui quand elles disent cassez-vous, mais elles disent cassez-vous parce que ce féminisme blanc, il a fait du mal à des femmes racisées aussi, et que je vois aussi là, en fait, l'un des écueils qui fait qu'on a besoin de groupes non mixtes, qui est qu'on va tomber, quand on est dans la domination raciale, on tombe dans deux mécanismes qui sont soit la justification, soit la désolidarisation. Donc quand on est dans la désolidarisation, ça va être le féminisme à la ni pute ni soumise, où là tout le monde applaudit, ou là où la brigade des mères par exemple, où là on leur donne, on déroule tapis rouge, etc., parce que d'un coup ça conforte la vision raciale qu'on a de cet étranger, de ce musulman, de cet arabe qui est sauvage et qu'il faut civiliser. Et la justification, c'est, et j'allais dire en fait en préambule quand tu as lancé les questions, je ne répondrai pas à la question de comment on peut se dire féministe et être voilée par exemple. C'est juste la question qu'on me pose à chaque fois, et je me dis mais il y a des féministes qui portent des talons, il y a des féministes qui mettent des mini-jupes, il y a des féministes qui sont hétérosexuels, il y a des féministes, etc. On leur pose pas la question, ça paraît évident, mais dès qu'on a une altérité qui a été construite, quand on dit racisé, ça veut dire qu'on a subi un processus de racialisation, c'est pas quelque chose qu'on porte et qu'on revendique, c'est juste pour décrire ce qui s'est passé socialement, et donc je vois pas pourquoi il va falloir encore me justifier sur ces spécificités qui sont liées à mes identités, alors que tout le monde a le privilège, par exemple, enfin tout le monde, non, tout le monde privilégié a ce privilège de pouvoir décliner des identités multiples, par exemple. Ensuite, on a eu, dernièrement, j'ai entendu Deneuve chez Barthès dans le quotidien, euphémiser le viol de Roman Polanski en disant oui mais ces féministes elles nous emmerdent, elles ont demandé à ce que Polanski ne préside pas les Césars, c'est un truc qui s'est passé il y a 40 ans, ne nous faites pas chier. Mais moi je me dis, voilà, là clairement, en termes de solidarité de classe, une illustration parfaite. Deuxièmement, je me suis frité pas mal de fois sur Twitter, j'aurais jamais dû le faire, avec une féministe qui peut pas me voir, elle cherche partout où je suis présente en disant non mais il n'y a pas des féminismes, il y a un féminisme, et son féminisme c'est le féminisme universaliste français, bourré de son orgueil, des lumières, etc. J'ai pas envie de dire son nom, j'ai pas envie de lui faire de la pub. Mais enfin voilà. Si, c'est... Merci Anna. Vous avez entendu. Enfin bon, bref. Juste pour vous dire, non mais voilà, c'est... La nana, quand elle me parle, cette femme-là, quand elle me parle, elle est aveugle à la domination raciale et à ce qu'elle peut répéter en termes de domination raciale. Est-ce que tu peux raconter, enfin moi je me souviens que je t'avais entendu à la radio. Blanc pour moi. Ouais, mais je me souviens que je t'avais entendu à la radio avec elle et qu'elle avait, oui, t'étais là, toi t'étais en duplex, et qu'elle avait fait un commentaire sur ton foulard. Est-ce que tu peux, moi j'avais trouvé ça incroyable. Voilà, donc ça, par exemple, c'est l'illustration parfaite. Christine Ledouaré, c'est une femme qui a une coupe garçon, qui a des lunettes, enfin voilà, qui a son physique, et puis moi, voilà, comme toi, mais en moins agréable. Alors on voyait pas Christine parce qu'elle était au téléphone, et elle me dit comme on me l'a souvent dit, oui mais répète-le. Elle a dit non mais moi votre voile ne me dérange pas du tout, hein, il est très bien, voilà. on voit votre cou, voilà, que c'était un turban, que c'était assez joli, voilà, etc. Donc c'est esthétiquement acceptable, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de faire des plateaux télé, je le précise ici, parce qu'à un moment donné, quand on avait besoin d'une femme musulmane qui parle bien, eh bien on m'invitait. Ce qui menait insidieusement à invisibiliser toutes les autres formes d'être musulmane, de porter le foulard. Je le portais 20 ans de manière traditionnelle, attaché au cou, etc. Ça m'appartient de la manière dont je le change, mais c'est aussi de cette mécanique de justification qui fait qu'elle peut me valider ou pas.
Donc elle ne me valide pas en tant que féministe, mais elle valide mon esthétique. Bon, ça me dérange pas trop dans ma tolérance quotidienne. Et c'est ça qui est grave, en fait. Et c'est ça que j'appelle le féminisme blanc. Et un dernier exemple, un jour, j'étais pareil en débat avec une femme, je crois que c'était du mouvement solidaire, on oublie solidaire parce que ça se trouve c'est une erreur, et qui me dit, comme disait Christine dans son documentaire, quand elle est allée aux États-Unis, elle s'est rendue compte de la question raciale, et elle disait le racisme existait en France, mais je ne le voyais pas. Ça, c'est les propos de Christine. Et cette dame-là dit, pendant le débat, donc on parle d'islamophobie, enfin je présente les effets de l'islamophobie sur le vécu de femmes musulmanes, et elle dit, vous savez quoi, la race n'existe pas, il existe une seule race, la race humaine. Et là, je m'énerve, et elle me dit, comme on sait le faire très bien pour les femmes, pour discréditer les femmes ou les féministes qui seraient des hystériques, elle me dit, non, mais vous énervez pas, restez calme, pourquoi vous énervez? Mais je lui dis, mais parce que ce que vous dites, c'est intolérable. Vous êtes en train de nier toutes les violences racistes que subissent des individus parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont asiatiques ou parce qu'ils sont roms. Et ça, c'est une violence. Mais dans vos propos, ça paraît complètement neutre et acceptable. Est-ce que je peux revenir sur la question du féminisme blanc, que ça choque, etc. Je crois que c'est juste pour souligner ce que Madame Tissot disait. Il me semble pas que l'histoire du... Si on reste dans une histoire du féminisme, je pense pas que l'histoire du féminisme, ce soit le féminisme gentil, tu vois, qui fasse pas peur aux gens et tout. Enfin, moi, de ce que je sais du féminisme, c'est des personnes qui sont vues comme des harpies, des hystéros, bon, un terme extrêmement sexiste. Bon, harpie aussi, tu me diras. Et moi, enfin, personnellement, par exemple, l'anecdote de Hanan Karimi de dire ne vous énervez pas. Mais si je suis, je pense que Hanan Karimi et moi, on est dans la même idée de dire, mais déjà notre colère elle est légitime, donc je vais être en colère. Et cette colère, elle va pas être, comme tu le disais au tout début, elle va pas être édulcorée en fait. Quand on voit dans la rue une femme blanche qui se dit et qui voit féministe blanche, casse-toi. Mais qu'est-ce qu'elle est choquée. Mais franchement, après, tu vois, je vais essayer d'être compréhensive. Non, mais rigolez pas, je vais essayer d'être compréhensive. Et je me dis, oui, c'est vrai que ça peut être choquant parce que déjà, ça se trouve, la personne qui est blanche, qui va voir ce terme, elle n'a pas l'habitude d'être appelée blanche. Ensuite, qu'est-ce qu'elle doit faire? Soit elle va être énervée, donc ça va pas être efficace, mais en fait, en même temps, est-ce que le but, quand j'écris ça, que je dis ça, c'est de dire... non, mais donc on a une documentation, une bibliographie, donc allez lire Bell Hooks, allez lire, parce que je pourrais très bien dire ça, tu vois, je pourrais dire, allez lire Bell Hooks, je fais une référence sur la question du féminisme, par exemple, nord-américain, ou sur, allez lire Leila Almeida Gonzalez, tu vois, je l'écris sur une pancarte et tout, ça se trouve, les gens vont lire. Tu vois, si je veux être efficace, mais qui va lire ça? Non, mais sérieux, qui va aller lire les textes d'une féministe chilienne qui parle aussi du féminisme blanc comme un féminisme pseudo-universaliste, mais qui se veut, qui a comme but parfois colonisateur, qui montre les hommes racisés comme des monstres, parce que c'est les wesh-wesh du harcèlement de rue, par exemple, parce que c'est l'homme barbare, etc. C'est qui limite l'expression du sexisme à la seule personnalité des hommes racisés. Non pas que les hommes racisés ne sont pas sexistes, hein, c'est pas la question. Mais voilà, je peux très bien dire qu'il y a eu une histoire du féminisme blanc qui s'est montrée, par exemple, notamment aux États-Unis, qui s'est montrée contre l'accession des droits civiques aux Nord-Américains, qui s'est montré absolument contre le combat colonial, anticolonial en France, parce qu'on considérait que oui, il fallait quand même les civiliser. Hein, voilà. Donc c'est toute cette histoire, tu vois. Et bon, moi, comment j'ai fait pour rechercher? J'ai pris mes petites, tu vois, j'ai pris mes petites informations, j'ai fouillé. Ouais, effectivement, ça demande un travail. Ça demande du temps, parce que si on s'intéresse à la question, on trouve des choses. Je suis désolée, moi j'ai trouvé des choses. Ça demande tout ça, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai que... Mais en même temps, voilà, la pancarte, elle n'est pas là pour fournir une bibliographie. La pancarte, elle est là pour choquer, interpeller, énerver parfois, mais de toute façon, bon, voilà. Au bout, on en est, nos existences, elles énervent déjà. Donc, voilà. Mais voilà.
Donc c'est ça, tu vois, c'est ça. Donc après, ma question, c'est qu'est-ce qu'on attend des militants? Dans quels espaces? Voilà. Alors on va prendre rapidement 3-4 dernières questions et je vais vous inviter du coup à y répondre en concluant en même temps. Voilà. Je ne sais pas où est le micro. Je profite avant que tout le monde s'enfuit pour continuer en fait sur ce débat. Pour juste vous annoncer que demain matin sur France Inter pour les Lève-Tôt à 9h, dans l'émission Interception, on va parler de l'afroféminisme à travers les paroles de différentes militantes et sur l'imbrication effectivement entre race, classe et genre, sans prononcer l'intersectionnalité, je suis désolée Kémis, mais c'est les paroles de militantes. Donc voilà, si vous voulez écouter le reportage, ça dure 45 minutes, c'est sur France Inter, demain matin à 9h dans l'émission Interception. Et bien sûr, il y a un podcast pour ceux qui ont envie de dormir. Voilà. 3 autres questions. Je peux y aller? Voilà, moi je voulais savoir, moi je viens de Marseille et il y a des groupes qui commencent à constituer de féministes blanches. Qui est-ce qui parle en fait? Je ne sais pas si vous... Ah oui. Est-ce que vous pouvez vous lever? Pardon. Juste pour qu'on... Merci. En haut. Et oui. Et donc il y a des groupes avec des blanches féministes qui essayent de réfléchir justement pour être décoloniales et tout ce que ça implique, mais qui ont décidé de se mettre entre blanches, quoi, pour le faire. Alors, je veux savoir si vous connaissez des expériences comme ça et si vous pensez que c'est intéressant ou pas. Pour l'instant, je ne suis pas allée, je me tâte, enfin on m'a invitée, j'hésite. Toujours aller voir. Merci. 2 autres questions. Bonsoir. Je suis très gêné d'être le premier homme à prendre la parole sur cette question. J'ai conscience que souvent, on en parlait dans les groupes, souvent il y a 5 garçons qui vont prendre la parole pour une femme. Et là, c'est cool au moins d'avoir autant de femmes qui prennent la parole pour juste un seul mec. Donc j'ai été très content de vous entendre. Du coup, ma question, elle était à double sens. Je voulais jeter un pavé dans la mare. C'était est-ce que les hommes peuvent se revendiquer comme féministes? Que pensez-vous de cette prérogative? Et qui me permet d'imbriquer sur si les hommes peuvent se considérer comme féministes, est-ce que des blanches peuvent se considérer comme des afroféministes? Voilà, c'était un peu pour... Merci. Et une dernière question. Un monsieur ou une femme? Je sais pas. Je vais secouer mes cheveux. Elle est déjà le micro, désolée. Alors, moi, c'est une petite anecdote. En fait, je fais partie d'une association qui s'appelle MIF, donc Musulmans Inclusifs de France, donc un groupe de musulmans donc, qui admet donc, dans l'association des hétéros, des homos, qui célèbrent aussi des mariages interreligieux. Et donc, on a été, donc moi et le porte-parole, donc Nasserdine Erami, qui habite à Strasbourg, qui n'est pas là aujourd'hui. Nous sommes partis donc pour présenter l'association il y a quelques années. C'est un forum qui s'est déroulé en pleine rue, donc je crois que c'était à Pigalle, donc avec plusieurs associations, dont les associations féministes. Et donc, on a été particulièrement choqués parce qu'il y a eu, il y avait une association féministe que je ne citerai pas, était animée par un groupe de jeunes femmes allant de 20 à 30 ans, et elles sont venues nous présenter le féminisme à moi et à mon camarade. Et à la fin, on a voulu leur parler de notre association qui défend aussi le droit des femmes musulmanes, le droit des femmes à porter le voile. Et donc, elles nous ont tout de suite dit ah mais non, ça nous intéresse pas. Nous, de toute façon, on n'a pas le point de vue religieux. On l'écarte. Et donc, je trouve ça choquant, en fait, moi, à titre personnel, qu'on puisse défendre des idées féministes et ne pas s'intéresser au féminisme dans la question religieuse. Donc, voilà.
est-ce que vous pensez qu'on doit avoir une formation religieuse avant d'animer, avant de se définir comme porte-parole de certaines associations? Voilà, je sais que ma question est un peu bizarre, mais voilà. Comment est-ce qu'on peut écarter la question religieuse et se prétendre féministe? Alors merci, c'est la dernière question, malheureusement on doit libérer la salle, donc je vais vous inviter chacune à répondre. Moi je veux bien répondre à la dernière question là. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une formation religieuse pour défendre le droit des femmes à porter le foulard. Je pense qu'on a besoin d'une formation minimale, politique, parce que le droit des femmes à porter un foulard, à porter des cornes sur la tête, à porter des souliers en satin, à ne rien porter, tout ça est défendu par la loi de 1905, par notre Constitution et par les conventions internationales des droits humains, dont la Convention européenne des droits humains. Tout ça est défendu, ça fait partie de la liberté de croyance et de la liberté d'expression. Alors en France, on veut bien garder la liberté de croyance, mais pour certaines opinions, par exemple les opinions religieuses, et surtout pour certaines religions, on veut qu'elles se pratiquent dans l'intimité. C'est le nouveau mot. Je ne sais pas si vous l'avez entendu beaucoup. Déjà, au moment de sa campagne, François Hollande disait que la religion était de l'ordre du privé et même de l'intime. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il avait été chercher ça. C'est dans aucun texte de loi. Ça n'apparaît nulle part. Donc, la religion, elle peut se manifester comme n'importe quelle autre opinion. Et personne ne fait cette comparaison, je remarque, parmi les hommes politiques qui se présentent en particulier à l'élection présidentielle, qu'après tout, pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de se balader avec des tracts et des affiches socialistes, réactionnaires? Je dis ça parce qu'il y a plusieurs candidats dans cette catégorie-là, donc je suis obligée de... carrément fasciste, et qu'on n'aurait pas le droit de parler de sa religion. C'est une opinion, on a le droit de l'avoir. On a le droit de dire que la Terre tourne autour du Soleil ou que le Soleil tourne autour de la Terre. On a le droit de dire les deux, et même les trois, et même plus. Donc on n'a pas besoin d'avoir une formation religieuse pour ça. On a juste besoin de connaître les lois qui gouvernent notre pays ou qui devraient le gouverner et qui ont été oubliées par beaucoup de monde. Merci beaucoup. Je vais vous inviter du coup, Anan Karimi, à répondre rapidement si possible et à conclure. Ouais. Alors, sur la question des hommes qui pourraient se revendiquer féministes, et là, c'est marrant, à chaque fois que les dominants, on leur retire la capacité d'entrer dans un espace, ils trouvent une magouille pour y entrer. Et donc, voilà, ils sont féministes et ça n'implique pas à un moment donné, par exemple, de se penser comme dominant, comme oppresseur, et à quel moment on prend de la réflexivité sur ses propres pratiques. Mais voilà, juste l'enjeu de se dire cet espace il t'est interdit et puis toi tu veux y entrer à tout prix par la fenêtre, par la porte, par le sous-sol, ça me questionne sur le pouvoir qu'il y a derrière, qui est questionné. Ensuite, sur les féministes décoloniales, j'allais dire qu'elles peuvent faire le travail entre elles. Enfin, je pense que c'est intéressant, justement, mais qu'à chaque fois, il faut que ça se croise finalement avec des dynamiques qui sont existantes, ou tout à l'heure, j'ai peur de... Kémis, pardon, qui disait il y a des littératures, etc. Justement, c'est peut-être juste le préalable pour pouvoir être des alliés. Et ça rejoint encore une fois la question des hommes. Oui, ils peuvent être alliés, c'est-à-dire que quand on va manifester, par exemple, il faut s'occuper des gamins et faire la popote, et faire le ménage, etc. Et dernière chose, j'allais dire, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais dans ma question de blanc, non blanc, il y a quelque chose aussi qui est directement lié. C'est cette manière dont, dans le débat actuel, le sexisme
ordinaire, même s'il ne l'est absolument pas, c'est-à-dire que c'est quand même un sexisme qui tue, c'est un sexisme qui empêche des vies de se dérouler normalement, qui mettent beaucoup de souffrance dans la vie des femmes, eh bien, ce sexisme-là, il est mis à distance en hypervisibilisant le sexisme des hommes racisés. Et c'est ça, en fait, c'est ça l'arnaque. L'arnaque, c'est de dire, regardez, à Sevran, les femmes ne peuvent pas rentrer dans un bar. Ben moi, je veux que la prochaine fois, toutes les photos que je vois du gouvernement, quand il y a des décisions politiques à prendre, il y ait autant de femmes que d'hommes. Parce que ça compte. Et le bar PMU, c'est pas que je suis pas pour ou contre, c'est que au niveau des politique, au niveau des décisions, ça a moins d'implication dans ma vie directe. Mais c'est ça l'arnaque, c'est la manière de dire, regardez les Arabes, comment ils traitent leurs femmes, et de se rendre compte que dans d'autres espaces, c'est pas grave. Et encore une fois, tout à l'heure, tu parlais de religieux, Fatima. Sur la question religieuse, par exemple, je n'accepte de parler du sexisme qu'il y a en intra-religieux chez les musulmans qu'à partir du moment où je suis dans un espace où des femmes juives le font, où des femmes catholiques le font, où des femmes protestantes le font. Parce que pour le coup, on est dans une vision égalitaire et c'est pas de stigmatiser encore les musulmans qui seraient plus sexistes que d'autres. Voilà. Qui est Miss ? Un mot, il y a une question à laquelle tu veux répondre ou Bah non, mais je pense que Hanan Karimi a un peu tout dit. Juste pour la question de les hommes qui veulent être féministes, enfin, je vais être très rapide. Avant, cette question elle me saoulait. Parce que je me disais, déjà, il y a des choses qui sont très simples, juste parler à vos amis, à vos pères, à vos... Voilà, ça déjà, ça serait bien. Pas besoin de rentrer dans un collectif féministe pour comment dire, diffuser la parole féministe, etc. Donc je rejoins par exemple Hanan Karimi là-dessus. Après, parce que là, je viens juste de lire un texte sur comment un homme noir peut être féministe. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que y a une perspective dans l'humanisme qui est différente du féminisme entre guillemets classique où on veut c'est se battre d'abord pour les femmes mais pour tout le monde, donc effectivement ça peut être intéressant. Bon, on n'en est pas à ce stade-là, donc je pense que le plus urgent pour un homme, c'est pas de rentrer dans un collectif féministe, c'est d'interroger les masculinités toxiques, selon moi, la manière dont ça oppresse nos corps et comment ça peut oppresser aussi les corps des hommes. Et en fait, je comprends pas pourquoi des femmes blanches voudraient se dire afroféministes. Genre, c'est pas un club privé, quoi. C'est pas une étiquette, genre, pour être cool, quoi. Tu vois, enfin, pour l'instant, ça me... Tu vois, il y a des termes qui existent déjà, féministes, tout ça. Donc, en fait, peut-être je suis limitée, c'est possible, hein, mais je ne vois pas pourquoi on ferait ça, tu vois. Je comprends pas la démarche derrière. Il faudrait m'expliquer la démarche de me dire, voilà, je suis blanche, mais je veux me dire afroféministe, autre que, ouais, c'est sympa comme terme, quoi. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée.